première table ronde, donc, qui est le maître des horloges. Certains affirment qu'il est déjà trop tard, d'autres disent qu'on ne peut pas aller plus vite, et pourtant, on sait tous, on l'a vu dans le sondage, qu'il y a urgence. On va en parler tout de suite avec Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheuse en climatologie. C'est un peu notre star de la climatologie. Elle est membre du GIEC. Je rappelle, le GIEC, le collectif GIEC, a reçu un prix Nobel de la paix. On parlera aussi avec elle de la COP25. Ensuite, il y a Nathan Métainier. Lui, il est porte-parole de Youth and Environment Europe. Il est le conseiller climat auprès du Guterres, le président de l'ONU. Il a 21 ans. Lui, évidemment, il pousse très fort. Il nous dira dans quel sens. Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider Electric, il sera avec nous de Hong Kong. On sait que Schneider Electric a vraiment fait cette mutation il y a très longtemps. Il nous dira comment il a réussi et est-ce qu'il peut aller encore un peu plus loin. Et puis Sandrine Rousseau, qui est candidate à la primaire écologique, qui est vice-présidente de l'Université de Lille, sera avec nous. Je pense qu'ils sont déjà du reste avec nous. Je les salue. Je vais peut-être commencer par Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes en train, je crois, de finaliser le rapport, un nouveau rapport du GIEC. Est-ce que sur cette question, qui est le maître des horloges, pouvez-vous nous dire, à votre avis, qui est ce maître ? En fait, le constat, il est très clair. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et le niveau à venir de réchauffement, il va dépendre du cumul des émissions de dioxyde de carbone passées, présentes et à venir. Donc, une des conditions clés pour arriver à le stabiliser, c'est que les émissions mondiales et partout, pour chacun de dioxyde de carbone, diminuent régulièrement, année après année. Et le plus tôt on atteindra la neutralité carbone, eh bien, le plus bas sera le niveau de réchauffement. Et ce niveau de réchauffement, il est important parce que de nombreuses conséquences d'un climat qui change vont être proportionnelles au niveau de réchauffement à la surface de la Terre. On en est aujourd'hui à déjà plus de 1 degré par rapport à 1850-1900. C'est une rupture par rapport à l'évolution du climat au cours des derniers millénaires, ou même davantage. C'est dû aux activités humaines, c'est dû aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre, un petit peu masquées par les effets refroidissants des particules de pollution. Et ça entraîne un ensemble de conséquences. Donc, dans chaque région, partout, des tendances, des modifications à l'échelle saisonnière, des modifications du cycle de l'eau, une augmentation d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur, ou bien l'intensité des pluies torrentielles, ou autour de la Méditerranée, comme en France, une intensification des sécheresses. Et dans de nombreuses régions, pour de nombreux systèmes, pour de nombreuses infrastructures, des valeurs qui dépassent les seuils de tolérance, donc en fait qui provoquent déjà des conséquences avec lesquelles nous vivons. Et puis je rappelle, juste pour terminer, à quel point les enjeux liés au changement climatique touchent à des questions clés. L'état du climat va affecter les habitats pour les espèces marines, pour les espèces terrestres. Et donc préserver la biodiversité, va aussi dépendre pas uniquement des pressions locales que l'on exerce, mais aussi de l'ampleur et de la vitesse du réchauffement. Et en termes de sécurité humaine, en termes de sécurité du développement humain, il y a un ensemble d'enjeux majeurs. La montée du niveau des mers, elle est inéluctable. On a déjà rentré une quantité colossale de chaleur dans l'océan. En fait, on rentre chaque année quasiment 20 fois plus de chaleur dans l'océan que la quantité totale d'énergie primaire consommée par l'humanité. Le temps de mélange des eaux de mer, c'est d'environ 1000 ans. Donc, quand les eaux de mer se réchauffent, d'abord en surface puis en profondeur, elles gonflent. Plus le niveau de réchauffement est élevé, plus on a une fonte importante des glaciers, des calottes de glace. Et donc tout cela contribue à la montée du niveau des mers. Elle a accéléré au cours des derniers 30 ans. Elle va continuer à accélérer, mais l'ampleur de la montée du niveau des mers, d'ici 50 ans, 100 ans et plusieurs siècles, va dépendre du niveau de réchauffement et donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des enjeux pour la sécurité des lieux de vie, des infrastructures sur le littoral, des enjeux pour la sécurité en eau, des enjeux pour les rendements agricoles et la sécurité alimentaire qui dépendent du niveau de réchauffement. Et puis il y a également des enjeux en termes de développement humain, parce que dans le monde, les personnes les plus fragiles, les plus susceptibles de basculer dans la pauvreté, sont souvent celles qui sont les plus directement exposées aux conséquences d'un climat qui change. Valérie Masson, juste pardonnez-moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous êtes quand même assez rassurée par cette prise de conscience de l'urgence climatique, notamment de la part des entreprises, mais pas que des États ? En fait, on voit que dans une trentaine de pays, il y a déjà eu des effets de politique publique qui permettent de découpler finalement le développement économique des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça n'est pas assez rapide et on voit que la concentration en gaz à effet de serre dans le monde continue à augmenter. C'est le cas pour le dioxyde de carbone dont j'ai parlé, mais c'est aussi le cas pour le méthane
qui agit à la fois sur le climat et la qualité de l'air d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui peut rendre positif? Rapidement, pardon, parce que... C'est la disponibilité d'un ensemble de solutions, des solutions qui sont à la fois sous forme d'innovation technologique, mais aussi en termes d'organisation de la société, et puis tous les leviers d'action qui existent également à l'échelle des choix des collectivités, des choix personnels. Dans votre présentation, vous soulignez le côté radical. Moi, je ne le décris pas du tout de la même manière. Je dirais que les choix, c'est des choses qu'on arrête de faire, des choses qu'on ne fait plus. Ce sont des choses qu'on conserve, des modes de vie que l'on conserve, mais pour lesquels on déplace la manière de le faire. Et puis enfin, il y a tout ce qui porte sur ce qu'on améliore. L'efficacité énergétique, l'isolation des logements, c'est aussi une question d'amélioration, pas simplement de choses radicales. Merci beaucoup Valérie Masson. De toute manière, je vous rappelle rapidement un peu le procédé. Je demande à chacun de faire 3-4 minutes pour exposer un peu quelle est sa position, d'où il parle. Et puis après, on va lancer le débat, notamment sur les différents leviers. On va partir à Hong Kong, où nous attend Jean-Pascal Tricoire, le président, directeur général de Schneider. Bonjour Jean-Pascal Tricoire, merci d'être avec nous. À l'instant, Valérie Masson, elle parlait des leviers d'action et notamment le levier technologique. Vous, l'innovation, j'ai envie de dire, c'est ça qui est un peu le maître des horloges dans votre transition écologique que vous avez conduite chez Schneider Electric. Bon, je crois que le maître des horloges, c'est Mère Nature. Donc, on est dans une guerre contre le temps. Enfin, il y a urgence et ça a été très bien expliqué par Valérie Masson. Nous, ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est d'utiliser, enfin de développer de la technologie pour plus d'efficacité et pour une génération d'énergie bas carbone, la combinaison de ce qu'apporte le digital, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets, et l'électricité, l'énergie bas carbone, pour réduire considérablement les émissions de carbone de tout ce qu'on fait dans notre vie. Et on arrive aujourd'hui à la conviction qu'on prouve tous les jours, qu'il est possible de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui d'une manière très différente. Et Valérie Masson vient de le dire, le plus important, c'est de changer nos habitudes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a urgence de le faire maintenant? D'abord, parce que, comme ça a été dit, ce sont des phénomènes à emballement. Et donc, 2050, en fait, il faut plutôt viser 2030, parce que ce qu'on ne fait pas avant 2030 sont des choses qu'on aura du mal à limiter ensuite. Donc, il y a vraiment La deuxième chose, c'est que les technologies existent. Si on continue à faire les choses d'une manière ancienne, on n'y arrivera pas en temps utile. Et ce qui est important, c'est que le sentiment d'urgence s'installe dès maintenant, parce que toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un bâtiment qui soit à haute émission de carbone ou une usine qui génère trop d'émissions de carbone, ce sont des endroits qui vont rester pour les 50 ans qui viennent. Donc toutes les décisions qu'on tarde à prendre aujourd'hui sont des décisions qui vont peser pour le futur. En plus, moi je constate quand même qu'on est dans une période de pivot extrêmement importante. C'est-à-dire que le sujet, c'est vraiment nous, le sujet de tous les leaders, que ce soit des leaders d'entreprise, des leaders politiques ou des leaders de communauté, c'est d'embarquer l'ensemble des personnes autour d'elles pour qu'on change les manières de faire. Parce qu'au global, l'environnement est quand même en train de changer d'une manière énorme. Vous avez les votes qu'on a vus tourner vers le vert. Vous avez quand même au même moment la Chine cette année qui décide d'avoir ses émissions de carbone qui arrivent à leur sommet en 2030, ce qui est demain. L'administration Biden qui rejoint l'accord de Paris. Vous avez le Green Deal européen. Vous avez très important depuis 2 ans, et ça date simplement de 2 ans, les milieux financiers, les investisseurs financiers qui tiennent les entreprises responsables non seulement de leurs résultats financiers, mais de leurs résultats extra-financiers. Et puis, vous avez, suite au Covid, d'énormes stimulus qui sont mis dans l'économie et qui sont mis dans beaucoup de pays au service de la reconstruction et de la reprise de nos infrastructures, de nos bâtiments, pour qu'ils soient plus verts. Donc, on a tous un travail énorme de changement à faire, repenser nos manières de faire, comme ça a été dit avant, arrêter de faire certaines choses, faire d'autres choses de manière différente. Et on dit toujours que ça prend du temps, sauf que quand le Covid frappe nos sociétés, le lendemain, on réalise qu'on est capable de faire beaucoup de choses de façon différente quand on y est poussé par des phénomènes naturels. Et si le Covid a beaucoup modifié nos styles de vie, ce qui nous arrive dans la figure avec le changement climatique peut avoir des implications beaucoup plus fortes. Donc, quand on doit changer, on est capable de changer. Et puis, dernier point, je pense que pour les entreprises comme Schneider, qui il y a plus de 20 ans
ont pris le virage du développement durable. Ce qu'on montre tous les jours, c'est que faut surtout pas opposer développement durable et performance économique. Les deux peuvent au contraire fonctionner de pair, peuvent fonctionner ensemble. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que les entreprises qui ont su aligner leur stratégie avec le développement durable ont des meilleures performances que les autres. Et à contrario, une entreprise qui tarde à réagir et qui tarde à aligner cette notion de durabilité et sa mission vis-à-vis de la société peut avoir un réveil à la fois brutal et douloureux. Et peut-être un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un travail d'équipe. Je vais prendre l'exemple de Schneider. Chez Schneider, 90% de notre empreinte carbone est avec nos fournisseurs et avec nos clients. Ce qui fait qu'au cours du temps, on a développé une activité de consulting basée sur la technologie et aujourd'hui, on aide nos clients à économiser 100 millions de tonnes de carbone par an. On a été contracté par Walmart aux États-Unis pour les aider à faire que leurs fournisseurs économisent 1 gigatonne de carbone sur quelques années. Donc, il est important, l'empreinte carbone d'une entreprise est liée à celle de son écosystème. Il est important de travailler en équipe. Nous, on a été l'un des premiers adhérents au Global Compact des Nations Unies parce qu'on a compris dès le départ que c'était un travail qu'on ne pouvait en faire qu'avec nos partenaires. Et le Global Compact nous a permis de mettre ensemble une grammaire commune, une manière de se comprendre pour aligner nos actions. Enfin, si vous connaissez ma passion pour l'industrie, j'aurais terminé après. C'est une cause qui nous passionne chez Schneider. Et l'entreprise est un lieu formidable par le rassemblement de capacités humaines, de compétences techniques, compétences financières, de gestion de projet pour participer à la résolution du problème du changement climatique. Jean-Pascal Tricoire, juste un mot très rapide. Vous avez dû complètement changer votre business model, j'imagine, avec les choix que vous avez faits. Oui, alors pour Schneider, ça veut dire une transformation complètement de notre profil de business qui nous a bien réussi. On a multiplié par 3 la taille de l'entreprise sur 15 ans. Mais l'entreprise qui ne faisait pas de digital fait aujourd'hui 50% de son chiffre d'affaires en digital. Et en utilisant la taxonomie européenne qui est en cours de définition, on fait aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires dans le domaine du développement durable. Avec ça, ça veut dire qu'on a développé 12 milliards d'euros de revenus dans un business dans lequel on n'était pas du tout. Et on s'est séparé de 3 milliards de revenus qui correspondaient plus à la mission qu'on voulait accomplir en direction des villes, des pays, des communautés dans lesquelles on travaille. Merci Jean-Pascal Tricoire, surtout restez avec nous, on va continuer notre petit tour de piste. On va partir à Lille où nous attend Sandrine Rousseau, elle est économiste de l'environnement bien sûr, mais surtout elle est candidate à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle. Bonjour, merci d'être avec nous Sandrine Rousseau. Vous êtes la politique, les choix politiques, on l'a vu, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, l'a dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir une perspective et l'État est vraiment au cœur de cette transformation écologique. Comment est-ce que vous voyez les choses? Et notamment, puisqu'on est ici au MEDEF, un peu, est-ce qu'on peut concilier écologie et entreprise à vos yeux? Alors, déjà, la première chose, dire qu'en effet, l'État a un rôle majeur à jouer. Et que la question du temps long doit être investie et par les entreprises et par l'État. Et qu'on voit bien qu'on a des difficultés à prendre en compte cette question du temps long, que ce soit pour l'État ou pour les entreprises. Et là, il y a vraiment un enjeu extrêmement important pour sortir d'une forme d'engagement personnel ou d'engagement d'entreprise, comme on vient de le voir avec Schneider Electric, que je salue. Mais à un moment donné, on n'est plus dans le moment de l'engagement personnel. On est dans une forme d'engagement collectif et de contraintes collectives à respecter les émissions de carbone qui nous permettront de voir l'avenir sereinement. Donc là, la première des choses, c'est déjà d'intégrer ce temps long. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, mais jamais très convaincantes. Et je pense qu'on doit absolument avoir une forme d'assemblée du temps long pour prendre des décisions qui posent un cadre aux entreprises, qui permettent d'avoir le temps de s'adapter à ce cadre, d'avoir une visibilité sur ce cadre et de nous permettre d'avancer vers des choses qui soient plus sereines. La deuxième chose, c'est que
Aujourd'hui, la finance ne permet pas de prendre suffisamment en compte les effets de consommation de CO2 sur la viabilité des entreprises et sur la viabilité de leurs activités. Donc, une des choses qui me semble absolument déterminante, c'est de faire en sorte qu'il y ait une comptabilité carbone qui soit normalisée au plan international, mais déjà que l'on puisse la lancer en France, et que cette comptabilité carbone nous permette et permette aux investisseurs de faire des choix en connaissance des conséquences que cela peut avoir à moyen et long terme. Et là aussi, on n'a pas à ce stade de signaux suffisamment forts de l'activité des entreprises pour que les investisseurs prennent les décisions correctement. Ensuite, il y a aussi une forme d'accompagnement nécessaire de l'État. Et pour cela, j'ai parlé d'un cadre à long terme, mais je pense aussi que l'État, par l'imposition de mesures et par surtout le fait qu'on puisse transformer l'État en un État banquier. Enfin, je rappelle que dans les 30 Glorieuses, quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, qu'on avait le pays à reconstruire, l'État s'est fait banquier pour donner aux entreprises la capacité à investir dans les secteurs et les consommations et les productions dont on avait le plus besoin. C'est aujourd'hui la même situation. Donc, il y a plusieurs possibilités pour que l'État devienne banquier. Il y a déjà des tentatives de ce point de vue-là, mais il faut absolument amplifier la capacité de l'État à investir et à prêter aux entreprises pour qu'elles puissent faire les bons investissements. Et puis, l'État a aussi un rôle à jouer dans la formation continue des salariés, puisque aujourd'hui, on ne prévoit pas suffisamment les évolutions des secteurs et on doit absolument accompagner les salariés pour éviter et limiter les résistances. Par ailleurs, la dernière, pardon Sandrine Rousseau, ça sera l'objet de notre dernière table ronde justement sur l'homo ecologicus, pour reprendre l'expression du MEDEF, mais on en parlera avec Laurent Berger de la CFDT qui sera là avec nous. Et par ailleurs, moi je pense qu'il y a aussi un enjeu sur le travail, sur le prix du travail. Et autant je pense qu'on doit modifier le signal prix sur les émissions de carbone, mais on doit profiter d'une fiscalisation des quantités de carbone émises. Et je le dis, mais on ne peut pas continuer sans une fiscalisation du carbone pour les entreprises. Ouais. Par contre, je souhaite que cette fiscalité sur le carbone soit compensée par une baisse de fiscalité sur le travail, de sorte qu'on ait un effet de compensation qui nous permette de rendre coûteux ce qui est polluant et de faire en sorte que l'on développe les activités riches en main-d'œuvre, ce qui nous permettra aussi d'investir et de limiter le chômage. Donc en fait, il y a vraiment une réforme de l'accompagnement des entreprises à mettre en place et aujourd'hui, on peut le faire et on peut le faire à condition aussi qu'il y ait une forme de concurrence internationale qui ne soit pas faussée. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que l'on travaille au sein de l'Europe, aux frontières de l'Europe pour mettre en place une taxe carbone et que l'on promeuve au niveau national par la présidence de la République que j'espère pouvoir incarner bientôt, que l'on promeuve vraiment l'idée d'une organisation mondiale de l'environnement qui nous permet de faire appliquer les accords dans tous les pays du monde et de gérer ces problèmes de concurrence déloyale qui pourraient apparaître dans les mesures que je propose. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, très intéressant. Juste avant de passer la parole à Nathan Métainier qui, lui, va incarner la jeunesse, qui va nous dire, attendez, il va sans doute nous bousculer. Je voudrais quand même avoir une réaction rapide de Jean-Pascal Tricoire sur les propos que vient de tenir Sandrine Rousseau sur le besoin d'une comptabilité carbone. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Pascal Tricoire? Et puis aussi une réaction de Valérie Masson-Delmotte. Jean-Pascal Tricoire, vous avez entendu les propos de Sandrine Rousseau sur les entreprises, il faut aller plus vite, il faut les aider. Je pense que c'est assez aligné je pense que ce qu'on dit est assez aligné. Alors après, faut qu'on évite de faire des choses quand même trop complexes parce qu'on est dans un pays où les choses naturellement sont déjà assez complexes. Nous, on met systématiquement une comptabilité carbone sur nos projets, sur nos fonctionnements. On reporte aussi notre empreinte carbone, donc je peux que me sentir à l'aise sur le sujet. Diminuer la fiscalité sur le travail, c'est une exception française qui nous coûte cher. Donc je ne peux être que d'accord. Enfin, normalement, on taxe plutôt ce qu'on veut pas. En France, on veut du travail. Donc, il faudrait qu'on fiscalise moins. Et si une partie doit se déplacer sur le carbone, pourquoi pas. Il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'arrivera pas à avoir des règles complètement internationales parce que les cas de chaque pays et de chaque continent sont extrêmement différents.
Il y a quand même la convergence que je mentionnais aujourd'hui. Il faut quand même qu'on fasse un tout petit peu attention en Europe à ne pas se tirer quelques balles dans le pied qui pourraient conduire à des dépendances stratégiques sur des matériaux ou sur des éléments qui sont importants pour le futur. Donc c'est un équilibre à trouver entre ce soutien à la reconversion, à la réorientation des entreprises plus qu'à la reconversion, et puis en même temps s'assurer qu'on reste à la fois compétitif et stratégiquement autonome sur le continent européen. Valérie Masson-Delmotte, une réaction rapide si vous voulez bien, mais au propos de Sandrine Rousseau, est-ce que vous les partagez ou pas? Alors moi, je voulais juste rebondir sur la question initiale qui était le maître des horloges. Ouais. On a abordé essentiellement la question des émissions de gaz à effet de serre, comment on fait pour pouvoir agir plus vite, de manière efficace. Il y a un autre volet, c'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a une inertie dans les infrastructures qui existent. Le parc de véhicules, les centrales thermiques, les usines, les systèmes de chauffage, les pratiques agricoles. Et cette inertie fait que, même si on agit fortement, on va continuer à avoir des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir. Et donc, on va continuer à avoir un climat qui change. Et le deuxième volet, qui est également, à mon sens, important, c'est l'adaptation, la gestion de risque. Donc, pour les entreprises, par exemple, la capacité à faire des stress tests climat sur les infrastructures, sur les chaînes d'approvisionnement. C'est aussi le cas, d'ailleurs, pour les collectivités à plein de niveaux différents. Et là, il y a un énorme retard. Il y a un énorme retard. Souvent, en fait, cette réaction, elle se fait une fois qu'on a été heurté par un événement brutal, un événement extrême, mais elle ne se fait pas assez par anticipation. Et donc, mon travail aussi, dans le cadre du rapport du GIEC qu'on va rendre cet été, c'est de fournir à tous les acteurs de la société une information la plus précise possible sur les caractéristiques d'un climat qui change à l'échelle régionale, ce qu'on appelle les facteurs d'impact, par exemple des indices par rapport au seuil de tolérance, un atlas interactif, explorer aussi les phénomènes à faible probabilité d'occurrence, mais fort impact, pour faciliter les stress tests climat, l'analyse de risque. Et puis derrière ça, en fait, des choix stratégiques pour renforcer la résilience. D'accord. Alors maintenant, je vous propose d'écouter celui qui trouve que ça ne va pas assez vite, qui dit c'est moi qui vais, notre génération, qui va payer l'inaction de nos aînés, de nous. C'est Nathan Métainier. Bonjour Nathan Métainier, merci d'être avec nous. Je rappelle, donc, vous avez 21 ans, vous êtes conseiller du président de l'ONU. Vous êtes en train de passer vos examens, donc merci d'avoir pris du temps pour discuter avec nous. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que ça bouge, même si vous êtes assez sévère? Je pense que déjà, merci beaucoup. Incarner la jeunesse, bon, moi, j'incarne pas la jeunesse, je suis juste un étudiant et je représente un réseau d'une cinquantaine d'associations de jeunes qui se battent pour l'environnement en Europe. Juste revenir sur la nature de la crise. On a parlé beaucoup des réchauffements climatiques, des gaz à effet de serre, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de distinguer la crise qui est tout à la fois économique, environnementale et sociale que nous vivons, et que cette crise, il faut l'aborder dans cette dimension-là. Et puis aussi revenir sur peut-on transiger avec la transition énergétique. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à ce « on ». Parce que bien sûr, quand on est blanc, qu'on a plus de 50 ans, qu'on est en position de pouvoir, quand on prend des décisions qui sont à l'horizon 2040-2050 et qu'on ne sera plus là à ce moment-là, bien sûr qu'on peut transiger. Mais quand on est jeune, et c'est vraiment là la question, qu'en 2050, on aura tout juste 50 ans, on sera aux commandes et nous, on se demande bien qu'est-ce qui nous restera. Et donc, transiger aujourd'hui en 2020, c'est nous condamner. Et donc, forcément, ici, quand on regarde qui est le maître des horloges, très souvent, c'est les entreprises, c'est les business. Et justement, on a l'impression que le problème, il vient du monde du secteur privé, qui est d'ailleurs largement responsable pour une partie des iniquités mondiales, notamment des grandes firmes. C'est pas toutes les firmes qui cherchent toujours un salariat le moins payé. Il y a aussi une grande difficulté pour les entreprises à réimaginer le rôle des entreprises. Mais surtout, je pense qu'il est grand temps de redonner toute sa force aux citoyens et aux employés au sein des entreprises. Et quand on parle de la démocratie au sein de l'entreprise, c'est essentiel. Et moi, j'appelle vraiment les patronnes et les patrons des entreprises qui sont ici, qui nous écoutent, à repenser leur modèle, à repenser leur modèle économique. Et par exemple, juste quand on porte à la RSE, à la responsabilité sociale des entreprises. Moi, je veux bien, il y a des entreprises qui sont excellentes en termes de RSE. Par exemple, H&M. Mais le problème, c'est que H&M, le modèle de l'entreprise repose
sur quelque chose qui est complètement impossible dans une planète qui a des limites finies, puisque c'est la surconsommation. Et donc forcément, ces outils qui sont parfois proposés pour réduire l'impact environnemental ou social des entreprises doivent être repensés par rapport à la nature même de ce que font les entreprises dans l'économie. Et puis, bien sûr, je pense qu'il est très, très important aujourd'hui qu'il y ait davantage de modération parce que c'est pas possible qu'un dirigeant d'entreprise gagne 10 fois, 15 fois plus le montant de ce que gagne son employé le moins qualifié. Et aussi, bien sûr, repenser la question du succès. Et je pense que c'est très, très important. Pourquoi encore aujourd'hui, on pense qu'une entreprise n'est pas compétitive si chaque année, sa croissance n'augmente pas? Je ne sais pas, mais si chaque année, une entreprise parvient à maintenir le même nombre d'employés, qu'elle respecte les droits de ses employés et qu'ils sont heureux, ça devrait être le succès. Et donc, j'invite les entreprises aussi à réinviter l'empathie dans la manière dont elles pensent leur succès. Merci beaucoup Nathan Métainier. Je savais que vous alliez un petit peu secouer tout le monde. Jean-Pascal Tricoire, vous êtes notre chef d'entreprise là dans cette table ronde. Vous lui répondez? Vous répondez à Nathan Métainier? Oui, Nathan, moi je me reconnais pas dans votre modèle d'entreprise. Donc venez nous voir, venez travailler dans les de connexion avec Hong Kong peut-être. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez peut-être répéter? On essaie une dernière fois, Jean-Pascal Tricoire, il y a un petit problème de connexion. Ouais, je voulais dire, je me suis pas reconnu dans la manière dont vous décriviez l'entreprise. Donc venez nous voir, il y a plein de choses qu'il faut qu'on corrige, plein de choses qu'il faut qu'on améliore et qu'on change. Mais l'entreprise, c'est aussi un lieu de communauté où on travaille entre l'innovation, nos clients et les sociétés dans lesquelles on s'insère. Et c'est des lieux aussi de développement personnel qui sont importants. Quant à l'engagement de nos employés, une entreprise ne cherche pas systématiquement les employés les mieux payés. La force d'une entreprise, c'est l'engagement et la qualité de ses collaborateurs et collaboratrices, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose qu'on suit de façon très proche. On peut toujours progresser. Et je pense que bienvenue dans les entreprises, vous nous aiderez à progresser dans le futur. Nathan Métainier, vous allez aller à Hong Kong, aller voir Jean-Pascal Tricoire. Enfin, vous me direz, le siège est en France. Vous êtes bienvenue. Nathan Métainier, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Pardon, il y a des petits problèmes de connexion. Oui, tout à fait. Comme je le disais, c'est pas toutes les entreprises, mais une partie d'entreprises qui, justement, prennent cet agenda-là. Pardon, Nathan Métainier. Est-ce que c'est pas, je fais moi aussi un petit peu de provoque, est-ce que c'est pas un peu caricatural, votre vision? Est-ce que c'est pas la vision d'une entreprise du XXe siècle? Là, on est au XXIe. C'est pas caricatural quand une poignée de quelques individus possède 90% des ressources et des finances mondiales. Donc forcément, il y a un problème systémique par rapport à quelques individus qui possèdent majoritairement les ressources et aussi les plus grandes entreprises. Une question que avait soulevée... je peux, dans les entreprises, je vais prendre un exemple. Au French Business Climate Pledge, c'était il y a 3 ans, on était 20 entreprises françaises à avoir signé pour aller vers la neutralité carbone, puisqu'on parle d'environnement. En 2019, on était 100, donc nombre multiplié par 5. Et aujourd'hui, on est en train d'aller à l'horizon de l'été vers 1000. Donc, pour vous dire et pour illustrer qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. Donc, et qui va nous obliger à réimaginer des modèles de fonctionnement. Donc, travaillons-y ensemble, mais ne restons pas dans un modèle du passé de l'entreprise. Les entreprises ont déjà bougé, quoi, et elles sont en train de bouger très vite. Sandrine Rousseau, une réaction, Valérie Masson-Delmotte, pour conclure, une réaction sur les propos qui ont été tenus. Voilà, on voit bien que c'est un peu le cœur du débat encore. Moi, je voudrais juste dire, pour qualifier un peu l'urgence économique d'agir sur le dérèglement climatique, mais d'ailleurs comme sur la perte de biodiversité et sur les enjeux environnementaux qui sont face à nous, l'OFCE a fait une étude pour essayer de mesurer le coût du retard que l'on prend en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et en l'occurrence, cette année, en 2021, le coût de ce retard représente 38 points de PIB. Donc, je veux dire...
si on est à plus 4 degrés, il n'y aura plus de liberté d'entreprendre, il n'y aura plus de possibilité de développer les activités entrepreneuriales telles qu'on les a aujourd'hui. Donc c'est un enjeu collectif pour que l'on agisse fortement et rapidement dans un cadre qui soit à la fois accompagné, sécurisé et visible sur le long terme, stabilisé sur le long terme. Mais je le dis, on n'est plus dans de l'engagement individuel. On doit être vraiment dans une modification de notre système de production. Merci Sandrine Rousseau. Un mot rapide, Valérie Masson-Delmotte, la gestion de la crise du climat, on doit la gérer un peu comme la crise de la Covid? Alors pour moi, il y a deux aspects. Il y a mettre en œuvre les solutions qui existent aujourd'hui pour pouvoir agir rapidement, année après année. Et puis il y a une vision beaucoup plus stratégique qui prend du temps de mise en œuvre, avec aussi un besoin de R&D, un besoin de préparer des ruptures. Et donc il y a ces deux échelles de temps. L'action immédiate avec les solutions qui existent. Et les entreprises sont particulièrement bien placées pour être efficaces en analysant par anticipation ce qui peut être gagné, en le mettant en place et en collectant ce retour d'expérience. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est que le retour d'expérience de ceux qui ont agi en premier de manière performante puisse être largement partagé. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Merci à tous d'avoir été avec nous à la fin de cette première table ronde.